il se trouve qu'aujourd'hui, la DeFi, moi je le pense et j'ai pas peur de le dire, c'est très Ponzi-esque, il y a beaucoup c'est du casino pour plein de gens. Déjà, le premier constat, c'est de dire, ok, ils font 50 000 fois la même chose, alors que là, j'ai une infrastructure, qui est une blockchain, disons Ethereum, mais ça pourrait être une autre, qui est commune, qui appartient à tous, donc là, le coût, il est déjà quasi nul, quoi. Et dessus, je vais construire un algorithme, un seul, open source. C'est à partir du moment, c'est littéralement le jour où j'ai compris ça, où ça s'est révélé pour moi le réel intérêt de la DeFi par rapport à la finance, où je me suis dit, ok, il faut que j'en fasse mon métier, ce truc c'est incroyable, je pense que c'est un potentiel de fou malade. Paul Frambeau, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Temps Crypto. Merci de m'accueillir. Ouais, très content de te recevoir. Le cofondateur du protocole de finance décentralisée Morpho, élu le projet le plus innovant par The Big Whale. C'est ça, ouais. Ça fait quelque chose. Hein. Oui, ouais. On va pas s'en plaindre, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, on va parler du protocole bien évidemment et de plein d'autres choses. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes du coup qui te connaîtraient pas et comment tu as débarqué dans la crypto? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Paul Frambeau, j'ai 22 ans. Je m'intéresse à la crypto maintenant depuis 6-7 ans à peu près. J'ai commencé ça quand j'étais au lycée. Moi, mon intérêt dans les cryptos, il est surtout venu par la blockchain. Je m'intéressais beaucoup aux algos distribués, algos de consensus, etc. J'ai fait mes études là-dedans. Donc, j'ai fait 2 ans de prépa en maths où voilà, j'ai fait mes mémoires sur ce sujet. Après, je suis rentré à Télécom Paris, qui est une école d'ingénieurs, dans laquelle j'ai fait voilà, des études sur les algos distribués, sur la blockchain. Et en dernière année, j'ai fait à Polytechnique où j'ai appris davantage dans les systèmes distribués et je me suis amusé surtout à prendre tous les cours sur la blockchain qui existaient dans Paris, qui étaient à l'époque, où j'ai pris des cours au CNAM, à l'ENS. Ouais, c'est ce que j'entendais dans l'interview, la très bonne interview de Benoît Hugues, qui nous regarde du JDC. Bien évidemment, je l'ai regardé pour préparer l'interview. Et tu disais avoir pris tous les cours qui existaient sur Paris. Tous, je sais pas, mais en gros, sans prétention à l'époque, bon, en gros, j'avais une autre casquette que la blockchain qui était l'entrepreneuriat. J'adorais l'entrepreneuriat. Ça faisait aussi 5-6 ans que je m'exerçais, je tentais des trucs, j'ai raté je sais pas combien de projets voilà, qui marchaient pas. Et il y a un moment, il y a un adage en entrepreneuriat qui dit il faut trouver un unfair advantage. Donc quelque chose qu'on a en tant qu'entrepreneur que les autres n'ont pas et qui vont faire qu'on va être successful d'une manière ou d'une autre. Et j'ai réfléchi un peu et je me suis dit bon, je m'y connais un peu dans la blockchain, ça fait pas mal d'années que je suis dedans et j'ai accès voilà, à toute une diversité de cours dans Paris. Donc l'idée c'était pour moi de devenir le plus knowledgeable sur le sujet, d'apprendre le plus possible de choses pour me construire cette unfair advantage en entrepreneuriat. Très bien comprendre la blockchain, à quoi ça sert, qu'est-ce que fondamentalement ça apporte comme valeur, c'est une vraie question quoi. Qu'est-ce que tout ça, quel sens ça peut avoir, etc. Presque quasi sens philosophique des trucs quoi. Et donc dans cette démarche, je me suis dit ok, comment je peux faire pour devenir le plus knowledgeable sur le sujet. Et donc j'ai pris tous les cours que je pouvais trouver qui existaient sur le sujet. Donc voilà, j'en ai fait pas mal, je crois 5-6 au total. Et en fait ça part de là parce que en faisant ces cours, j'ai découvert un peu l'écosystème scientifique entre guillemets, parce que c'était majoritairement des cours scientifiques, même si j'ai eu des cours d'économie, etc. Autour de la blockchain. Et notamment un chercheur en particulier qui m'a eu en élève à plusieurs reprises parce que je faisais plusieurs encore toi. Voilà, c'est vraiment le encore toi qui a fait que voilà. Et donc il s'appelait Vincent Danos, il s'appelle Vincent Danos, c'est un de mes meilleurs amis maintenant, qui était chercheur au CNRS. Et puis un jour il m'envoie un message, il me fait bon, t'es à tous les cours, comment ça se fait, etc. Et je lui explique voilà ma démarche et il me dit bon bah écoute viens sur mon Discord. Je vais te présenter à mes copains chercheurs et on va discuter DeFi, blockchain, etc. C'est un peu lui qui m'a introduit à la DeFi qui a ouvert la porte globalement. Alors que, on pourra peut-être en parler après, moi j'étais résolument contre me lancer dans la DeFi, mais voilà, finalement je suis rentré par ça. Pourquoi vas-y ouais, on peut enchaîner direct là-dessus. Pourquoi t'avais des réticences? Alors en gros moi, mon objectif, c'est de faire de l'entrepreneuriat d'impact. Donc, chercher vraiment un projet qui puisse avoir du sens et qui va apporter une valeur économique, mais aussi sociale et qui me fait me rendre satisfait de mon activité de tous les jours.
Et ce qui est très personnel. Ouais, c'est très personnel. Ouais, tu le sens, tu le sens pas. Voilà, c'est ça, chacun a son avis là-dessus. Moi, j'avais envie de faire un truc qui parlait pour moi. Et toujours dans cette subjectivité, j'estimais à l'époque, j'avais pas de connaissances sur le sujet, que la finance, c'était pas un endroit, voilà, où j'allais me plaire, où ça allait apporter quelque chose, etc. Et déjà, j'avais tort, parce que je me suis rendu compte après que voilà, la finance, c'est tout bête, mais j'avais un mauvais a priori, et en fait, c'est hyper utile dans la vie de tous les jours. Il y a une partie qui est un peu moins utile que l'autre, mais c'est très utile. Et l'autre révélation, c'est quand j'ai compris, dans mon introspection autour de la blockchain et de la DeFi, qu'est-ce que fondamentalement la DeFi allait pouvoir apporter par rapport à la finance actuelle et comment ça allait changer les modèles, les business models, etc., etc. Et c'est à partir du moment, c'est littéralement le jour où j'ai compris ça, où ça s'est révélé pour moi le réel intérêt de la DeFi par rapport à la finance, où je me suis dit, ok, il faut que j'en fasse mon métier, ce truc c'est incroyable, je pense que c'est un potentiel de fou malade. Et là, j'ai recontacté Vincent, j'ai fait, ok, réfléchissons à un projet, faut que je monte un truc, là je suis chaud. C'était quoi cet impact pour toi? Alors, cette révélation que tu as eue? La révélation est la suivante, et c'est très simple, mais c'est l'idée de dire que dans le monde, il y a 50 000 banques, voilà, à peu près, 50 000 banques et credit unions dans le monde. Elles ont chacune leurs équipes tech, leur équipe marketing, leur building, etc. Elles développent toutes la même chose, le même service financier. Voilà. Par exemple, le prêt d'emprunt. Ils ont tous un service de prêt d'emprunt. Il faut le développer. C'est un coût d'infrastructure, un coût de développement, un coût de marketing, de comex, etc., etc. Tout est closed source. Et donc, déjà, le premier constat, c'est de dire, ok, ils font 50 000 fois la même chose. Alors que là, j'ai une infrastructure, qui est une blockchain, disons Ethereum, mais ça pourrait être une autre, qui est commune, qui appartient à tous. Donc là, le coût, il est déjà quasi nul, quoi. Et dessus, je vais construire un algorithme, un seul, open source, qui va remplacer tous les algorithmes existants. Et donc là, tout de suite... Donc c'est-à-dire le prêt-emprunt qui était répété à la BNP, ouais, 50 000 fois. Il fallait avoir 50 000 fois les équipes. C'est un moteur. Voilà. Et maintenant, il y en a un seul. Et là, je me suis dit, c'est ouf, en fait. Ça, je me dis, la réduction des coûts, elle est déjà phénoménale. Et d'ailleurs, c'était automatisé, t'as tout balayé d'un revers de main, tu dis, ok, j'en mets un maintenant. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ouf. C'est ouf. Tu te dis, avant, ils faisaient 50 000 fois la même chose dans leur coin, ils se montraient pas, donc ils devaient réinventer la roue 50 000 fois. Et là, on est dans un modèle où tout est open source. Et en fait, il y a une deuxième révélation qui est inclue là-dedans, c'est l'idée de dire l'alignement des incentives. Quand je suis une banque, je veux pas que les autres sachent ce que je fais, pour que les concurrents ils puissent pas copier ma tech, et voilà aussi pour que j'ai un avantage par rapport à mon client. C'est-à-dire que le client me fait confiance, je suis payé parce que je suis digne de confiance en tant que banque, et je vais allouer mon argent ailleurs, mais on n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc la banque n'est pas alignée avec l'utilisateur, dans le sens où elle va chercher à faire un maximum de profit sur l'utilisateur final. Là où dans un système où tout est ouvert, eh bien en fait, les incentives sont naturellement alignés parce que tout le monde voit ce que le protocole fait. Le protocole ne peut pas dire, je prends une marge de la moitié des yields, ça va dans ma poche, la moitié des intérêts générés sur le protocole, je prends, voilà, je donne 1% à l'utilisateur, j'en prends 10 pour moi. Ça peut totalement... En tout cas, c'est-à-dire qu'ils peuvent le faire, mais le concurrent à côté qui propose 5,5, du coup, gagnera la partie. Exactement, exactement. On est dans un monde où tout est ouvert. Donc, si un protocole commence à prendre des marges d'exploitation importantes, la libre concurrence va se faire forquer, quoi. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est ouf. On passe d'un système où on fait 50 000 fois la même chose, et en plus de ça, c'est pas aligné avec les utilisateurs, à un système où tout est ouvert, tout est open, donc on divise les coûts énormément, et en plus de ça, en plus de diviser les coûts de développement, le frais qui est pris sur l'opération du service financier, elle est ultra minime. Parce que elle ne peut être que ce qui a besoin d'être. Tu vois, il peut pas y avoir d'exagération. Et s'il y a une exagération, elle sera supprimée par un concurrent, libre concurrence, etc. Là, je me suis dit, waouh, il y a un truc. Et en plus, maintenant, tout le monde a une incentive pour construire sur le même bien commun. C'est-à-dire que j'ai mon protocole DeFi, il est là, il est open source, il y a une communauté autour. Donc, par exemple, ta plateforme de prêt et d'emprunt unique, voilà, entre autres, ouais. Et donc il y a un frais qui est pris, il n'est pas abusif, parce que s'il est abusif, quelqu'un va copier l'algorithme, vu qu'il est open source, et enlever le frais abusif. Il est juste ce qu'il faut pour payer sa propre évolution, et son propre développement, sa rentabilité, quoi. Il faut qu'il survive, quoi. Voilà. Et en fait, le business model, on en parlera tout à l'heure, de Morpholabs, c'est aussi simple que ça. On est payé par l'algorithme Morpho pour contribuer, pour développer Morpho. Et donc on passe d'un système où avant, en tant que banque, je suis payé pour être digne de confiance, quoi. Voilà, potentiellement j'essaie de prendre la marge la plus importante, à un système où on est payé pour améliorer un bien commun. Et donc, nous, Morpholabs, on est payé par un bien commun
pour améliorer un bien commun. Et en fait, c'est hyper simple. Et je me dis, c'est un modèle qui est forcément vainqueur à terme. Alors, ça prendra peut-être du temps, et ça prendra du temps. Mais que ce soit un Morpho ou un autre, ça finira par arriver parce que c'est juste plus efficace et plus simple. Ouais, donc le passage de la finance, de la DSL à la fibre optique, enfin même du courrier à la fibre optique. Ouais. On parlait juste avant quand même des limites du système. C'est-à-dire que il y a quand même certains problèmes qui émergent avec la DeFi. Est-ce que tu peux nous parler de ces limites et qu'est-ce qu'on vient titiller du doigt et quelles sont les lignes qu'il ne faut pas qu'on franchisse, ou en tout cas qu'on doit avoir en tête pour éviter de faire les erreurs et finir dans le ravin. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est hyper important de parler des limites. Parce que là, en t'entendant, on coupe l'interview maintenant. Genre, toutes les personnes qui nous regardent, il faut que je bosse dans ce milieu. Enfin, c'est le turfu, c'est incroyable, bien sûr. etc. Alors, et c'est peut-être le cas. Il faut y bosser. Et il faut y bosser. Mais quels sont les problèmes, les risques? Il y a des risques et il y a des problèmes. Il y en a plusieurs. Alors, le premier qui est le plus connu, c'est que on enlève l'intermédiaire de confiance. Donc la banque, on l'enlève, ce qui fait que on le remplace bien par quelque chose. En l'occurrence, on le remplace par un algorithme, une technologie. Morpho, c'est un algorithme, il fait 2000 lignes, voilà. C'est relativement simple. Ça remplace l'intermédiaire de confiance. Et à la place de faire confiance dans la banque, j'ai confiance et dans l'infrastructure sur laquelle est déployé l'algorithme, donc la blockchain, et dans l'algorithme. Cet algorithme, a priori, il peut contenir des bugs. C'est des lignes de code, tu peux avoir bien un point virgule, mettre une parenthèse en trop, enfin, je parodie, mais exactement. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. Et donc, on a enlevé un intermédiaire, certes, mais il y a un nouveau problème qui est faire confiance au code. Et à quel point on peut faire confiance au code, etc. Et ça, c'est non trivial. C'est non trivial parce que, on l'a vu déjà, en pratique, il y a des protocoles qui sont hackés. Donc, des protocoles qui sont pas bien. Malheureusement, récemment, on a l'exemple de l'heure, qui vient de se passer. Ouais, c'est ça. Donc, très récemment, il y a une semaine, un protocole de landing, justement. C'était le quatrième plus gros après Morpho et Compound qui s'est fait hacker. Ils ont perdu 200 millions de dollars parce qu'il y avait une erreur dans le smart contract. Donc c'est un développeur qui a fait faire au code quelque chose pour lequel il n'était pas vraiment conçu pour, mais en gros il est passé par le backdoor et qui lui a fait dire quelque chose et il a réussi à sortir avec 200 millions. Quoi. Exactement. Il a réussi à exploiter une faille du code et partir avec 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Et c'est là, c'est pas du funny money. Enfin, c'est vrai, il y a 200 millions de dollars qui sont sortis. Des gens qui ont déposé leur argent, leurs économies, il y a des protocoles qui ont déposé, qui sont construits sur Euler, etc. La personne qui a fait ça, qui pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle, est anonyme et il y a énormément de moyens qui ont été mis à disposition et je peux dire que ce sera très compliqué, je pense, pour cette personne de s'en sortir. Voilà. Mais voilà, toujours est-il que c'est un risque. On déplace la confiance dans une entité, dans la confiance dans un algorithme. Ce qui est la grosse différence, c'est que du coup, la confiance personnelle dans une banque, comme tu disais, est relativement opaque, et la transparence d'un code open source sur lequel, alors il y a toujours un aspect de confiance maintenant, et on n'est jamais sûr à 100% de quoi que ce soit, par les impôts et la mort, mais en gros, du coup, tu as quand même une possibilité, par exemple, si toi, tu étais une grosse société qui voulait investir 1 milliard, d'engager telle et telle société qui viendrait auditer le code. Quoi. C'est ça. C'est plus facile. Et surtout, c'est ouvert. N'importe qui peut le faire. Ouais, c'est ça. Et tout le monde peut avoir accès au report d'audit. Ouais. Dans le cas de Morpho, c'est le protocole le plus audité, je crois, dans la DeFi. On a plus de 18 audits. Et on a tous nos audit reports, donc des experts qui sont payés extrêmement cher pour auditer le code de Morpho. Eh bien, ils vont produire un report, ils vont expliquer leur démarche, etc. Donc ça, c'est un témoin de confiance, mais on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des bug bounty. Voilà. Aujourd'hui, si quelqu'un trouve un bug dans Morpho, et voilà, je récompense la personne qui... Et à la place de tirer les fonds et d'avoir la CIA, le FBI à ses trousses et avoir une armée derrière qui va les traquer jusqu'à la fin de leur jour, ils peuvent dire, OK, j'ai trouvé le bug, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire ça. Mais, je vous le dis, en échange, je touche la bug bounty dans le cas de Morpho, c'est plus de 500 000 dollars. Vous avez déjà versé des 500K? Non, on l'a on l'a pas versé. Okay. Mais voilà, il y a une bounty. Si un utilisateur trouve un gros bug, il touche les 500K. Ok. Voilà. Comment t'appelles? C'est quoi un gros bug? Un gros bug, c'est un bug qui est capable de tirer, donc c'est un bug qui est dit critique. Ouais. S'il est classifié critique, à partir du moment où il est capable d'exploiter et de retirer de l'argent. Ok. Si tu prouves que t'aurais pu, sans avoir les clés privées adéquates, sortir de
de l'argent du protocole, tu touches 500K, quoi. C'est ça. Ok. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'invite à peu près tout le monde à... Ceux qui nous regardent, allez-y. Allez-y, c'est très court. Ouais. Honnêtement, j'incite tout le monde à essayer d'aller sur le truc. Si j'avais pas envie de les payer, les 500K, je les paierais pas. Enfin, je les mettrais pas. C'est là pour ça. Après, on est confiant quand même, mais voilà. Sur le protocole, comme je disais, il a subi 18 audits, donc il y a les bounty. Évidemment, il y a des très bonnes practices qui sont voilà, du test automatique, du code. Il y a tout un tas d'outils pour envoyer des milliers de paramètres complètement arbitraires dans le code pour voir comment ça se passe. Ça, on va y revenir sur la vérification formelle, parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais donc, du coup, tu parlais éventuellement dans les limites de la DeFi du risque technique protocolaire, vraiment hack des protocoles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, alors il y a le risque de sécurité. Il y a un autre risque de sécurité purement technique, il y a la sécurité économique. Donc il est possible en DeFi de tirer des fonds d'un protocole, non pas en hackant son code, mais en manipulant le marché, typiquement. Il y a certains protocoles qui réagissent selon certaines logiques de marché. Si j'arrive à manipuler ces logiques de marché, je suis capable de manipuler le protocole. Voilà. Il y a des exemples, c'est de moins en moins courant, quoique, mais voilà, il y a des protocoles qui se sont fait hacker comme ça. Voilà. Maintenant, il y a un autre risque, qui est un risque plus pour les entrepreneurs, qui est l'incertitude juridique et fiscale autour de qu'est-ce qu'un protocole DeFi. Voilà, tout simplement. C'est pas une activité aujourd'hui, il n'y a pas de cadre réglementaire, donc nous, on est très proactifs, on essaie de discuter avec l'AMF, etc. Mais c'est des lois qui sont en construction, ça va prendre énormément de temps. Et d'ici là, c'est une zone grise, malheureusement, où en tant que les personnes qui construisent les protocoles, on ne sait pas aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de règles. Il y a certains États qui l'ont fait, dans lesquels certains protocoles sont enregistrés. Alors, donc c'est sur la registration des DAO. Je crois qu'aux États-Unis, ils ont un État qui le fait, le Delaware, je crois. Okay. En Suisse, il y en a. Il y a donc, t'as le registre du commerce et t'aurais le registre des protocoles, quoi. C'est ça, ouais. Donc, il y a plein de groupes actuellement actifs en France qui réfléchissent activement à comment on va réguler sainement l'écosystème. Et voilà. Mais comment tu registres comment tu régules du code informatique flashé sur une blockchain? C'est très compliqué. C'est très compliqué. En gros, là, t'essaies de parler à l'AMF en disant ça va bien se passer, tout va bien se passer. Non. Et 17h30, c'est le week-end. Non, je pense c'est dans le... Il y a rien à faire, en gros. Enfin, en gros, il y a rien à faire dans le sens c'est un peu comment tu... Non, mais en gros, je pense que la régulation de manière générale peut aider l'écosystème à gagner en confiance auprès d'acteurs institutionnels qui n'avanceront pas dans aucun cas s'il n'y a pas de régulation. Ils peuvent aussi, en théorie, je dis bien en théorie, aider à protéger le consommateur. Ça, c'est ce qu'il y a sur le papier. Voilà. Et les investisseurs aussi. Voilà. Maintenant, en pratique, il se trouve que c'est pas toujours adéquat, mais en théorie, c'est censé faire ça. Et nous, ce qu'on essaie de faire, et Morpho, c'est un protocole qui a été construit en France. Morpholabs est une société française. L'association Morpho, qui vise à regrouper tous les développeurs autour de Morpho, est basée en France. Et l'objectif qu'on a, nous, c'est vraiment de faire en sorte que cette technologie, qui est saine, elle soit adoptée par le plus grand nombre. Et ça demande un effort de discussion avec les différents régulateurs, pas forcément que français, européens, mondiaux, etc., pour faire en sorte qu'à terme, on arrive à trouver des compromis et qu'on puisse faire les choses de manière bien. Parce que aujourd'hui, t'as un vrai statut ou pas? Non, il n'y a pas alors, la société, oui, bien évidemment. Alors, l'algorithme Morpho, comme tu l'as dit, c'est un algorithme. Donc, mais est-ce que il est toujours la propriété de la société Morpholabs? Non. Il y a aucun lien de propriété directe entre Morpholabs et même si c'est vous et on peut prouver que c'est vous qui l'avez flashé initialement, qui l'avez lancé. Ouais, alors ça, donc du coup c'est l'association Morpho qui a déployé le protocole. Ouais. Alors, ça c'est connu, c'est dit de tous, etc. Ouais. Je veux dire, Morpho c'est un algorithme, c'est un papier de 80 pages de maths formelle qu'on a publié, c'est de la recherche scientifique. Nous on n'a pas chez Morpholabs et dans l'association de Morpho, il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a aucun serveur. Par contre, il y a une dizaine de tableaux blancs sur lesquels on écrit le protocole. Donc Morpholabs, la société de développement, qui a développé du coup un protocole qui a été du coup flashé sur la blockchain Ethereum. C'est ça, on l'a déployé sur la blockchain Ethereum. Et une fois qu'il est sur la blockchain Ethereum, on a donné les clés à la DAO Morpho. Et la DAO de Morpho, il y a deux choses. C'est que le code, il vit par lui-même de manière immuable. Il y a certaines fonctions du code
qui peuvent être appelés par la DAO de Morpho, qui elle-même est contrôlée par les token holders de Morpho. Voilà. Et combien de la part de tokens détenus par Morpholabs? Ouais, alors la part dans l'idée, pour qu'une DAO de token holders soit équilibrée, du point de vue personnel, je pense qu'il faut 3 acteurs. Il faut des contributeurs, comme Morpholabs, il faut des investisseurs, voilà, qui ramènent du capital, et il faut des utilisateurs. Parce que les utilisateurs, il faut qu'ils aient un pouvoir de vote, parce que il faut qu'ils ownent le protocole pour pouvoir dire dans quelle direction ils ont envie qu'ils évoluent. C'est extrêmement puissant de pouvoir dire un utilisateur a une part de l'outil que j'utilise. C'est la loi du terrain, quoi. Voilà, c'est ça. Si moi je suis utilisateur de Facebook, enfin, du moins j'étais à une époque, si j'avais eu des parts de Facebook pour mon utilisation, bah, peut-être que j'aurais fait évoluer Facebook en votant dans une direction qui est plus saine que celle dans laquelle Facebook est aujourd'hui, qui à titre personnel, voilà, dans lequel je me reconnais pas trop dans les valeurs de la boîte, etc. Peut-être que j'aurais orienté vers la boîte, vers un service payant pour que ça respecte la confidentialité des données, etc. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce triptyque. Aujourd'hui, la répartition des tokens, elle n'est pas encore figée. C'est-à-dire qu'il y a un énorme réservoir de tokens qui est largement plus de la moitié des tokens qui est dans la DAO de Morpho et qui va être alloué au fur et à mesure. L'idée, c'est que c'est très compliqué day one d'avoir un plan parfait sur comment Mais donc, qui vote pour l'allocation et la décision de la distribution de la DAO? C'est une décentralisation qui est progressive. Okay. C'est-à-dire qu'au début, voilà, moi je suis arrivé avec mon idée, j'étais tout seul. J'ai construit une équipe. C'était le Satoshi Nakamoto de mais du coup j'ai construit une équipe, on a développé un algorithme. Cet algorithme on l'a poussé, on a levé des fonds. Et là on est devenu plusieurs dans la gouvernance. On a déployé le protocole Morpho. Le protocole Morpho a commencé à distribuer des tokens. Et donc, du coup, dans la gouvernance, on a commencé à avoir et des investisseurs, et des contributeurs, et des utilisateurs. Et les poids commencent tranquillement à s'équilibrer. Au début, j'étais tout seul. Et puis maintenant, là, plus le temps passe, plus je vais amener à disparaître. Parce que du coup, dans les règles initiales du protocole, il y a du coup une distribution progressive des tokens par le protocole. Exactement. Il y en avait au départ minté, préminté pour les créateurs, et ensuite il y a une distribution progressive, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Dans l'idée, c'est ça. Voilà, sachant qu'il n'y a rien de hard-codé et qu'à tout moment, on peut faire revoter pour réévaluer les allocations. Il y a certains protocoles dans la DeFi, je pense notamment à Curve, qui ont décidé d'hard-coder leur émission sur une centaine d'années. Je trouve que c'est un peu, c'est pas un choix qu'on a décidé de faire parce que on voulait rester flexible. Voilà, on pense que Morpho c'est balbutiement. On pense que ça a le potentiel d'être beaucoup plus gros et peut-être qu'une allocation qui fait du sens à un certain instant, bah faudra la bouger plus tard. Donc on veut garder cette agilité et que la DAO puisse, voilà, à fur et à mesure, réallouer différemment. Ok, mais donc aujourd'hui, si t'es toi majoritaire dans les détenteurs de Morpho, en gros c'est toi qui décides, enfin pour être tout à fait transparent, mais c'est comme ça, mais c'est toi qui décides aujourd'hui de la future de. Alors là, c'est en fait une cassure, enfin une libération progressive de ta créature sur. C'est ça. Et dès aujourd'hui, voilà, il y a aucune entité centrale et c'est très important qui est capable de venir à avoir la majorité de tokens de très loin. Ok, donc même toi t'as pas... Non, pas du tout, je suis très loin d'ailleurs, je sais plus les ordres de grandeur, mais on parle même pas de par rapport à la partie qui est là, de 5%, tu vois, c'est vraiment faible. Et c'est important, tu vois. Et c'est là un peu le biais de certains entrepreneurs, où on se dit, mince, comment on se retrouve dans l'histoire, parce que c'est vrai que c'est un peu moins, il y a moins d'ownership que dans une boîte traditionnelle, où le fondateur, lui, va avoir, voilà, 70%, le CEO de la boîte, etc. Ouais. Moi, ça dépend après combien tu bien sûr, en token. Et ça ne peut pas marcher, aujourd'hui, donc, les répartitions dans lesquelles, ça ne peut pas marcher, parce que la valeur du protocole vient de sa décentralisation. Ça ne peut pas marcher si ça repose sur le même système et les mêmes règles. Et trop centralisé. En fait, ça fait partie de la proposition de valeur. Et donc voilà, c'est un modèle. Après, le token voting lui-même peut être mis en cause. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment sain de faire voter les gens par rapport à leur nombre de tokens? Aujourd'hui, c'est le système le plus résilient auquel nous on a trouvé. Maintenant, j'ai vu des systèmes comme Optimism, voilà, qui innovent vraiment dans ce domaine-là, et je suis confiant que dans les prochaines années, peut-être qu'il y aura un système plus sain
entre token voting, assemblée, association, etc., etc. Il y a peut-être quelque chose à trouver. Ouais. Mais donc du coup, quand tu disais vos discussions avec l'AMF, le cadre réglementaire et ce lien légal entre Morpholabs, la société, et le protocole, en considérant qu'il y a eu un pré-meeting, que tu en détiens encore, etc. C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. C'est quel est le statut en fait justement, c'est la question qu'on essaie de résoudre avec eux, quoi. Parce que vous avez pas du tout fait un prospectus, tu vois, est-ce que c'est un titre financier ou pas? Le protocole. Alors, si, il y a quand même une qualification juridique en tant que jeton d'utilité. Donc c'est un utility token, le fameux. Maintenant, la caractérisation juridique du utility token, elle a plein de problèmes, nativement. Donc, pour les entreprises de la crypto, c'est un vrai souci. Donc, du coup, on est aussi en discussion. Il y a plein de soucis vis-à-vis de la fiscalité et de la reconnaissance juridique du token. C'est-à-dire que les boîtes de la crypto, elles lèvent en utility token. Et donc, lever un utility token aux yeux si tu veux, le traitement fiscal du utility token aujourd'hui, c'est que sur les levées de fonds, tu vas avoir des contraintes de TVA potentiellement. Alors, il se trouve qu'en général, c'est pas soumis à la TVA, mais ça pourrait l'être. Voilà. Après, t'as les soucis d'impôt sur les sociétés, alors que c'est a priori une levée de fonds. Mais d'un autre côté, c'est pas une securities, donc voilà, il y a un peu ce paradoxe juridique. Ouais. C'est comme si t'avais vendu des godasses pour lever des fonds. C'est ça. C'est exactement, c'est ça. T'as un sac de pommes de terre, tu le vends, du coup, t'as toutes les charges que quand tu vends un sac de pommes de terre, sauf que là, c'est ta levée de fonds. Ouais. Pareil pour la distribution aux gens, aux employés, etc. C'est un truc qui est essentiel pour l'écosystème. S'ils veulent continuer d'attirer des talents, tu peux pas attirer de talents aujourd'hui si tu distribues pas de tokens. Voilà. Si aujourd'hui c'est assimilé à du salaire, c'est compliqué pour les entreprises. Ouais. Justement, la levée de fonds que vous avez fait, du coup, avec une des plus grosses boîtes de venture du monde, c'était une levée de fonds en token. En token. Ils ont pas du tout pris d'equity dans Morpholabs. Non, c'est vraiment, moi, je mise vraiment sur le... C'est A16. Ouais, notamment, ouais. C'est ça. Donc, il fait un des leaders sur le secteur, et quand eux, ils lead un tour, ça se passe bien, en règle générale. Ouais, vous avez levé quoi, 18 millions, c'est ça? On peut en parler vite fait. On a levé au total 20 millions. On a fait 2 rounds. Le premier round, c'était il y a 1 an et demi maintenant, en 2021. C'était pendant ma 2e année à Télécom Paris. Et vu que ça fonctionnait bien, que nos premiers investisseurs se sont dit bon, c'est une affaire qui tourne, quoi. Après, c'est quoi, c'est les premiers investisseurs qui vous ont recommandé et poussé à faire la deuxième? C'est-à-dire que nos premiers investisseurs qui étaient très réputés en Europe dans la crypto, donc en l'occurrence Semantic Ventures et aux États-Unis Nascent. Donc voilà, il y en avait déjà une vingtaine. Ils aimaient bien ce qu'on faisait et ils nous ont dit voilà, on pense que vous pouvez vraiment lever beaucoup plus dans d'autres conditions. J'ai écouté le conseil et il se trouve que en février-mars, je crois, 2022, donc pendant ma 3e année à Télécom, du coup là j'étais en master, mais on a refait une levée de fonds et cette fois c'était plus aux États-Unis parce que voilà les fonds qui back à ce stage-là sur les protocoles DeFi en général se trouvent plus aux États-Unis. T'avais pas cette offre-là en France ni en Europe. Non. Sur ces montants-là. En fait, cet intérêt sur ce genre de technologie, ça n'existe pas ici. Il y a un petit décalage dans la connaissance que les VC avaient aux États-Unis à l'époque. Je sentais que là, il y avait des étoiles dans leurs yeux quand tu leur expliquais. C'est ça, et ils comprenaient vachement mieux. C'était plus vide en France, c'était le regard. Ça, alors je veux pas faire de Europe bashing, etc. Je trouve que en 1 an de temps, ils ont rattrapé il y avait un retard il y a 1 an. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un retard qui est rattrapé. Les fonds français, notamment, qui ont vraiment mis de l'énergie pour être à niveau, et pareil à l'échelle européenne. Mais c'est vrai que début 2022, il y avait pas match, quoi. C'était vraiment, surtout Sixindy, qui est le leader du marché. C'est une boîte de 120 personnes, je crois. Ils ont 20 analystes et 100 personnes qui sont allouées aux boîtes. C'est-à-dire qu'ils ont 100 personnes qui sont destinées à aider leur portfolio. Donc tu rentres dans une grosse machine, quoi. C'est une usine absolue. Nous, on est rentrés chez eux, on était 8 peut-être, et ils nous ont dit, vous avez une équipe de 30 personnes, ils peuvent vous aider sur la gouvernance, du HR, vos finances, ils peuvent review votre code. On parlait de preuves formelles. Il y a quelqu'un chez Sixindy qui nous aide en preuves formelles. Enfin, ils sont partout, quoi. Toi, tu te focuses sur l'idée qui est de l'or, et donc, du coup, on met toutes les conditions en place pour que tu réussisses. Et surtout, ils ont recruté les meilleurs du monde dans chacun de ces domaines pour nous conseiller. Et
moi je trouve le modèle fantastique. Je veux dire, enfin, pas grand, on peut pas demander quoi. Je fais des machines à champions. Mais comment ça se passe? Parce que du coup, il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui nous regardent, qui savent même pas trop de quoi on est en train de parler. Ouais, bien sûr. Tu vois, genre, en fait, t'as une idée. Toi, on va en parler parce qu'on est en train de les teaser quasiment depuis une heure, morpho, on n'a toujours pas expliqué ce que c'était. On va en parler, on va l'expliquer bien évidemment un peu plus tard, mais en gros, qu'est-ce que c'est cette levée de fonds, A16Z, etc. Comment ça se passe, combien de temps ça dure, qu'est-ce que tu fais? Il y a un formulaire à remplir avec des cases à cocher, et puis on va parler. Tu vois, comment ça se passe concrètement pour les gens qui ont jamais fait ça et qui n'ont jamais levé 20 millions, quoi. Ouais, bien sûr, de l'idée, donc, en gros, on est en 2021, je commence à travailler sur différents protocoles DeFi qui m'intéressent. Et parmi les idées que j'ai, il y en a, et avec qui je travaille avec Vincent, notamment le professeur du début, il y en a une qui pique mon intérêt en particulier, qui est Morpho. Et donc je me dis, ok, le première chose à faire, c'est s'entourer des personnes les plus brillantes et sympas qu'on connaisse, parce que ça va être un long voyage dans tous les cas. Et donc globalement, je suis allé partir à la recherche de mes cofondateurs, donc Mathis, Merlin et Julien, qui sont exceptionnels dans leur domaine, voilà. Et donc leur domaine, c'est-à-dire ils sont aussi télécom tech comme toi? Alors ils sont tous tech de formation, plus ou moins entrepreneuriat, mais ils avaient tous en commun de bien s'y connaître dans la crypto, voilà, d'avoir un bon background sur le côté et d'avoir on a à peu près les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'on était tous motivés par l'idée que la DeFi, ça doit apporter de la valeur de manière globale à l'humanité, au-delà de juste purement les attraits financiers de ce que pourrait avoir un token launch qui fait x100 sur 3 mois, quoi. Et donc on était vraiment alignés sur le long terme et sur la vision. Et à partir de là, on a commencé à travailler sur le protocole. Et travailler sur le protocole, c'est en gros derrière ton ordi. Globalement, on est là, on implémente l'idée, quoi. On implémente l'idée, etc. J'ai fait un white paper, donc un document de une dizaine de pages dans lequel j'explique, qui est disponible d'ailleurs, whitepaper.morpho.xyz. Il a pas bougé depuis. Et j'ai écrit ce white paper, et à peu près à ce moment-là, on fait ETHCC, qui est une conférence à Paris, donc en 2021. Ouais. Et on commence à rencontrer du monde, on leur parle de nos idées. Et là, il y a 2-3 investisseurs on sent qu'il y a de l'intérêt, quoi. Les gens ils nous demandent nos contacts, ils commencent à parler avec nous, ils disent ouais, on est prêt à vous donner des sous, etc., etc. Et là, on se dit ok, il y a peut-être un truc, on va lever des fonds. Et c'est à ce moment-là que ces gens-là, on a commencé à conclure un deal, quoi. Et on leur a dit ok, vous avez tant de tokens, tel truc. Et puis donc là, c'était toujours du token. Hein. Vous vendez là, ça a toujours été du token. Donc de nouveau, c'est ce token qui te donne un lien technique avec le protocole qui existera et qui sera déployé sur. C'est ça. Ils étaient pas intéressés ou vous vouliez pas leur donner l'equity, les parts de la société? Il y a deux choses. C'est que je suis intimement convaincu que la valeur elle est dans le token et que la vraie valeur. Il y a toujours un peu de valeur dans Morpholabs, etc. Mais la valeur qui fait que demain tu auras un protocole de lending qui appartiendra à tout un chacun, qui permettra à tout le monde de prêter, d'emprunter dessus de manière décentralisée, c'est ça le gros truc. Et ça, c'est gouverné par le token, c'est pas limite l'IP maintenant, le intellectual property, elle est dans le protocole. Ouais, c'est ça. Alors, en gros, l'IP, elle est dans l'association de Morpho, et à terme, une des manières qu'on pourra avoir, c'est de dire, elle est dans l'association, mais elle est contrôlée par les token holders. C'est les token holders qui décident de comment l'IP est gérée, ça, typiquement. Et donc voilà. Et donc à ce stade, du coup, à ce stade, on fait. Donc moi j'étais en études. Il faut savoir qu'il y a un gros passé de Morpholabs. On était tous en études à ce moment-là. Et donc on a pris des calls quoi sur Zoom. Et il y a des gens qui nous ont dit ok, on est prêt à vous acheter des tokens. Le token n'existait même pas, mais voilà. Donc ok, fine. On a levé 1 million comme ça. Avec ce million, on a recruté des gens un petit peu. Là, je suis quand même curieux de savoir parce que tu vois, c'est déjà relativement exotique pour toutes les personnes qui savent un peu comment se passent les levées de fonds pour des startups quand tu dois déterminer la valeur de ta société pour le montant que tu veux lever. En fait, c'est un peu technique du doigt mouillé. Tu dois lever 300 000, tu veux lever 300 000. Tu dis bon, allez, je suis prêt à laisser 20% de ma société. Donc en gros, je valorise ma société à 1,5 million. Ouais. Voilà, c'est connu, ça se fait à peu près toujours comme ça. Comment tu fais pour un UTXO token où la monetary supply est pas, la supply est pas déterminée? Enfin, tu vois, c'est. Alors, dans le cas de Morpho, il y a la supply était fixée. En l'occurrence, c'est de 1 milliard.
Et donc ils avaient voilà quelques garanties. C'est clair que pour des investisseurs, c'est le play. 99% du temps c'est zéro et 0,1% du temps c'est un investissement qui va les rendre potentiellement assez riches. Et donc mon sentiment pour les investisseurs là-dessus, c'est que ils cherchent à obtenir de l'ownership dans le protocole. Ils veulent sécuriser un certain pourcentage du protocole auquel ils veulent s'exposer. Et ils sont prêts à payer voilà une certaine valeur globale du protocole. Et tu t'alignes avec des levées passées, des protocoles qui avaient été faits. C'est compliqué à dire. Nous on l'a fait selon sur les 2 rounds, on l'a fait selon l'offre et la demande. C'est-à-dire que on regarde les fonds, comme dit voilà, il y a un tel, etc. On dit un tel qui nous a proposé, qu'est-ce que tu fais, etc. Et il y a un moment, ça se stabilise, tu trouves un équilibre. Et voilà. Donc, globalement, c'est ça. C'est ce que font en général les protocoles. Mais c'est pas si clair que ça, quoi. C'est-à-dire que il y a pas de méthodologie. C'est pas comme l'equity où maintenant c'est très, je vois, dans les écoles d'entrepreneuriat où il y a vraiment des méthodes de valorisation, etc. Il y a des gens qui viennent spécialiser là-dedans, des leveurs, etc., qui deviennent très, 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 très forts, très pertinents pour lever des fonds parce que c'est presque des réflexes, des mécaniques qui se retrouvent partout. Là, pour le coup, il y en a pas trop, quoi. Donc, voilà. C'est à l'instinct. C'est un peu l'improvisation. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, vous levez le million, donc vous avez ces investisseurs, vous commencez à développer, et c'est eux qui vont vous pousser, du coup, chez A16Z. C'est ça. Donc, on lève 1 million, on commence à développer le truc. Et honnêtement, on arrive à ce stade où on est en janvier 2022. Et là, je me dis, j'avais pas mal de signaux qui me poussaient à croire que la situation de bull market dans laquelle on était, de marché haussier, elle est peut-être pas forcément pour la durée. Et j'avais une peur très personnelle qui était que j'allais bientôt finir les cours. Après, j'avais mon stage de 6 mois. Et après, je me suis dit, voilà, dans 1 an, du coup, tu dois être autonome, tout seul. Tu dois pouvoir te payer, etc. Et à l'époque, on se payait quasiment pas. Et je me dis, ok, ça peut le faire. On serait capable de tryhard, etc. Mais s'il y a un bear market, voilà, qui dure dans la durée, qu'on est incapable de relever pendant toute cette durée. Ça, c'est pas s'il y avait un bear market, c'est quand et la durée du bear market. C'était plutôt ça. Et je me dis, il faut absolument qu'on se hedge contre ce risque. C'est trop risqué. Et je pense qu'on aurait pu le faire, honnêtement, sans bear market. On en parlera après, mais sans lever. Mais donc du coup, je commence à réfléchir à lever. Et en fait, en parlant avec mes invests actuels, donc du premier round, ils me disent, nous, on a vu comment l'équipe exécutait, on nous a vu travailler, ça nous a convaincu encore plus. Nous, on est prêt à doubler, tripler, quadrupler notre investissement. Et en plus de ça, on veut vous introduire à tous les gens qu'on connaît qui peuvent vous backer mieux que nous on le fait pour aller au prochain stade de croissance. Il y a des fonds d'investissement, ils vont être spécialisés pour le tout début, qui vont bien accompagner les projets au tout début, et d'autres comme les A16Z pour un peu plus tard, où eux ils ont tout le playbook pour t'apprendre à scaler ta boîte de 20 à 1000 personnes, quoi. Et donc ils nous ont introduit à A16Z, ça a bien marché. Donc là, c'est de nouveau, très concrètement, c'est quoi? C'est un Zoom, t'es parti on y rencontré, j'ai des histoires un peu de fou, je sais pas si je dois la raconter. Pyjama, calbar, en dessous. Non, mais oui, c'était un Zoom. J'étais en chambre d'étudiant, donc voilà, je faisais ça en rentrant des cours, quoi. Bon, c'est pas une histoire que j'ai racontée, mais il y a des investisseurs qui sont venus, de San Francisco, etc., qui sont venus à Paris pour nous voir. Et le truc, c'est qu'à l'époque, on avait dit à personne qu'on était encore en cours, quoi. Et donc, j'ai eu des situations parfaitement cocasses, quoi, où genre, je suis sorti de partiel en plein milieu, parce qu'il y a un investisseur qui venait me voir à Paris, et je quittais mon partiel au milieu, et je disais à personne qu'en fait, j'allais voir un invest qui allait me proposer un deal sur une levée, quoi. Et c'est un délire, quoi. Je veux dire, ça, il y a plus trop en ce moment, avec le variable et tout. Ça s'est un peu calmé. Et du coup, tu les as convaincus, eux aussi, voilà, pour adhérer directement à l'idée, quoi. C'est ça. Le processus dure combien de temps alors moi j'ai une mise en contact jusqu'au du coup vraiment réception des 18 à 20 millions, ça prend combien de temps de discussion, de revue, d'entretien, ouais, c'est une bonne question.
Ça dépend beaucoup. Il y a des boîtes que je vois lever sur 6 mois. Vous, Morpho, mais nous, ça a duré très précisément un petit peu moins de 8 semaines. Voilà. Ok, donc très rapide. C'était hyper rapide. Moi, la motivation, c'est que, bon, déjà, j'aime bien quand c'est rapide. J'avais envie en fait, je suis pas un lover, quoi. Je veux dire, moi, je suis là pour construire des trucs. L'argent, ça me sert pour payer des gens et développer le truc. Ouais. Et du coup, j'ai stacké comme un malade mes calls. J'avais des journées de fou furieux. Et j'ai fait, je sais plus, genre 200, 300 calls différents, là, sur les 8 semaines, où je voyais des investisseurs à la chaîne, etc. J'étais en mode robot, je faisais tu pitchais, t'expliquais. Et voilà. Donc, du coup, sur 8 semaines, j'ai rencontré beaucoup de gens. Évidemment, il fallait voir plusieurs fois. C'est rigolo parce que j'ai vraiment l'impression de faire un peu des entretiens pour rentrer dans une école, parce qu'il y a des tests techniques pour certains fonds. Ils investissent dans un protocole. C'est principalement de la tech. Donc, je me suis retrouvé, il y a certains calls, notamment les 16Z, où ils sont en Californie, donc j'ai un call assez tard le soir, pour pas dire le matin, et en gros, c'est juste 1 heure, 2 heures de comment ton protocole il fonctionne, est-ce que tu as pensé à ce edge case, et il y a 5-6 personnes de 16Z qui sont des ingés là-bas, qui ont étudié le protocole à fond, et te challenge de fou au corps, tu vois, et là, faut résister, il faut répondre à tout. C'est une bonne expérience, moi j'ai vraiment bien aimé. Excellent. Genre les points critiques, au final là où ils étaient les plus touchy, vraiment où ils allaient vraiment gratter, qu'est-ce qu'il y a? Non, je pense que ils ont investi, donc je pense que ils ont été convaincus. Les trucs sur lesquels ils sont. Mais tu sentais, moi dans ce genre de truc, et ça n'a rien à voir sur des levées à 20 millions, mais est-ce que tu sentais que au final, peu importe l'idée, tu vois, ils te testaient toi, tu vois, genre c'était vraiment le bonhomme sur lequel ils misaient, et les équipes? Ou est-ce qu'en fait c'était vraiment ils cherchaient la tech, tu vois? Ou est-ce que c'était vraiment de l'humain plus de la tech, ou les deux? Ou comment tu l'as ressenti? C'est une bonne question. Je pense très très early stage, un investisseur ça va regarder le founder, voilà, et la personne. Seed stage, donc plus t'avances ça va être un peu la tech. Il y a 2 étapes. Il y a pré-product market fit, post-product market fit. Donc, avant d'avoir un business qui tourne, etc., ils vont regarder au tout début l'équipe et la tech. Voilà. C'est un peu lié, etc. Et le produit, quoi, en tant que tel. Et donc, ça, c'est un peu les 2 trucs qu'ils ont challengé. Bon, l'équipe, je pense, il doit avoir une checklist. Je sais pas, je n'aurais jamais demandé, mais il disait, bon, ok, il a pas l'air trop bête et il répond aux questions, quoi. Et niveau valeur, il check aussi beaucoup les valeurs. Pourquoi tu le fais, dans quel sens, voilà, quelle est la vision, etc. C'est ça. C'est-à-dire que eux, ils cherchent des gens ils investissent sur le long terme. Okay. Donc, on a des fonds, voilà, qui ont investi sur quasiment une décennie dans Morpho. Et donc du coup, forcément, ils veulent pas que le fondateur, dans 6 mois, c'est terminé. Fasse une Sam Bankman-Fried. Ouais, voilà, c'est ça. On appelle ça une Sally, quoi. Une Sally. Mais, et donc du coup, ce qu'ils vont chercher à checker, c'est l'alignement, et les valeurs. Genre, en gros, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, quoi. Ouais. C'est quoi la motivation fondamentale qui fait que dans les moments durs, tu vas résister, etc., etc. Et donc voilà, ils checkent ça, je pense, et la tech, être sûr que ils sont pas en train de se faire entourlouper, quoi. Parce que c'est pas impossible que bien sûr, des bullshitters, quoi. Ouais. Et voilà, et quand ils ont vérifié ces 2 trucs là, je pense qu'il y a le gros du travail qui est fait. Après, c'est de la négo. Et est-ce qu'ils vont remporter le deal par rapport aux autres investisseurs qui veulent le deal? Et de nouveau, là, c'était que du utility token. Ils n'ont pas pris part de la. C'est ça. Okay. C'est ça. Comme tu disais, sur 10 ans, c'est quoi? C'est que du coup, c'est loqué, c'est bloqué. Non, mais en gros, il y a pas de règles. Il y a pas d'imposition. Mais en gros, les fonds, ils ont des fonds sur lesquels ils investissent avec différentes maturités. Il y a des fonds qui sont plutôt dits d'opportunité, qui ont des maturités de 2, 3, 4 ans. Et il y a des fonds d'investissement beaucoup plus traditionnels où ça va être 8-10 ans. Et là, en fait, eux, ils ne vont pas chercher, ils vont plus aller chercher donc les fonds d'opportunité, ils vont chercher à vendre à droite, à gauche pour récupérer 20% par-ci, 30% par-là, quoi. Et les fonds d'ici, c'est, tu regardes leur balance sheet à la fin, t'as 200 boîtes, t'as des zéros partout, où toutes les boîtes sont mortes, sauf 3, et les 3, elles ont fait des milliards. Ouais. Et voilà. Et il se trouve que c'est la stratégie la plus payante, c'est de faire, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, les macros peuvent changer, voilà, etc. Mais sur les 20 dernières années, la stratégie payante, a priori, c'était de miser sur le long terme. En tout cas, jusqu'à début 2022. Ouais. Après, je sais pas.
Comment tu vois les critiques qu'il y a d'une partie de l'écosystème justement crypto, dire un peu l'hypocrisie, voilà, comme tu disais, de valeur, etc. Où maintenant les VC ont juste trouvé un nouveau terrain de jeu pour dumper de l'equity sur le retail. Tu vois, genre en gros, ce genre de projet, en fait, c'est leur terrain de jeu. Il y a eu toute l'histoire de Solana, cette vidéo qui est devenue virale, etc. Où les VC se parlaient entre eux. T'avais l'impression qu'ils savaient pas qu'ils étaient enregistrés, quoi. Et ils se marraient. Tu les as vendus, t'as dumpé ou t'as pas dumpé. Et tu vois, de dire, est-ce que il y a pas un côté un peu malsain parce que du coup le côté progression et évolution d'une société avant une IPO, ensuite qu'elle soit cotée en bourse, il y a tout un processus qui est censé protéger l'investisseur final, le petit particulier, Madame Michu, qui va être sur Degiro ou sur eToro. Là, en gros, t'achètes et je dis pas que c'est le cas pour vous, mais t'achètes le token d'un protocole, et comme tu dis, à l'ouverture, au listing sur SushiSwap, après en avoir bien parlé sur certaines chaînes, ça fait x100, et en fait, c'est juste le paradis des VC, quoi. Ouais. Comment c'est une excellente question, et ça rejoint un peu le sujet des régulations aussi tout à l'heure, qui, à mon sens, voilà, il y a certains moves qu'il faudrait faire, c'est peut-être sur ce genre de truc, quoi, où les endroits en pratique dans la crypto où les gens qui sont plus retail ont souffert, c'est beaucoup là-dedans, quoi, dans les ICO, etc., où on va investir à la sortie d'un token, et en fait, on se rend compte que les valos sont aberrantes, et quelques mois plus tard, le token a été div avec à moins 95%, c'est le cas de beaucoup de tokens. Nous, alors pour répondre à ta question, déjà, je pense que c'est un réel problème. Voilà. Je veux dire, franchement, je pense que c'est pas normal. Voilà. Quand on fait une IPO, je crois qu'il y a une règle comme quoi, si t'es un early investor, t'as 6 mois, tu vois, d'attente ou des trucs comme ça. Il n'y a pas du tout ça en crypto. Il y a du délit d'initié de partout. Ça, c'est une réalité dans la crypto. Il y a des gens qui savent les updates avant les autres. Avant le tweet, ils viennent d'acheter des tokens, etc. Voilà. Ça se fait. C'est une réalité. Là, quand il y a un announcement qui arrive, on voit en fait que quelques heures avant, la courbe elle avait déjà pris 30%, et finalement, enfin voilà, il y a de ça, notamment du fait que ça soit pas toujours régulé. Et maintenant, c'est quoi les solutions là-dessus? J'en vois deux. Ma préférée, c'est non pas la régulation, mais l'enforcement programmatique des règles. C'est-à-dire que dans le cas de Morpho, le token, il est là. Il existe. Les gens peuvent voter avec. Les utilisateurs le reçoivent. Le token est non transférable. C'est-à-dire qu'il peut devenir liquide. C'est l'équivalent de le lister, de faire l'IPO, quoi. Sauf que là, c'est un token d'utilité. Ça peut être le cas. Mais pour l'instant, il est non transférable. Donc, du coup, le token n'est pas échangeable sur une place. Par contre, il est quand même distribué. Ce qui fait que ça laisse le temps à la communauté de s'éduquer, de rattraper son retard par rapport à un VC qui a qui a l'intelligence, au sens information, avant tout le monde. Et l'idée, c'est que le protocole puisse se décentraliser avant de faire l'ICO. Parce que après le listing, quoi, mûrir, voilà, laisser ça grandir. Parce que quand le listing, la gouvernance du listing, elle est centralisée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a, de manière centralisée, on choisit un prix. On dit le token va être listé à tel prix, à telle date. On a toutes ces informations. On sait toute la roadmap beaucoup mieux que la communauté, etc. On liste le token. Et là, il y a deux mondes. Il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas. Là, c'est horrible. C'est un carnage, quoi. Donc c'est le système de locking, enfin de bloquer en gros par l'intransmissibilité du token peut être une des solutions, quoi. Pour éviter le dump. C'est ça, voilà. Et nous, moi, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, ok, ce qu'il faut que je fasse, c'est je découple la transférabilité, du coup la décentralisation du jour de l'émission du token. Je m'explique. Aujourd'hui, les tokens sont distribués aux utilisateurs, donc ils acquièrent ce droit de vote, ce droit de participation dans potentiellement dans le choix de décision on va rendre le token transférable. Donc ils vont participer à cette décision, ils vont pouvoir se dire voilà, le token va devenir transférable, il va pouvoir être vendu, etc. Et ça laisse du temps pour rattraper, pour Morpholabs, juste open source et tout. Là, il y a quelques temps, on a open source un yellow paper de 80 pages qui explique tout. Donc, les informations sont là, etc. Et le moment venu, quand la communauté se sentira, disons, suffisamment éduquée, pour le faire, il y aura un vote pour activer la transférabilité éventuellement et que ce soit actif. Et ce sera le choix de la communauté, ce sera pas le choix d'une petite part centralisée qui aura plus d'informations. Ouais. Je dis pas que ça résout tout, mais c'est potentiellement une des solutions. Voilà, c'est une des solutions.
La deuxième, du coup, la deuxième, du coup, c'est l'angle, le régulatoire, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des securities. Okay. Mais, c'est des tokens de utility, mais c'est traité sur une histoire. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et je pense que s'il y a des trucs utiles qu'on pourrait faire, ce serait peut-être potentiellement ça, quoi, pour protéger. Okay. Voilà. Bon, après d'une heure d'interview, qu'est-ce que Morpho? Alors, c'est vrai que j'avais oublié que... On parlait de Morpho, voilà. On parlait de Morpho. Qu'est-ce que Morpho et qu'est-ce que vient résoudre, quel problème vient résoudre? Morpho, c'est un protocole de prêt et d'emprunt décentralisé. Donc, du coup, l'idée, c'est que la crypto, ça permet d'échanger de l'argent sans banque. Et bien, Morpho, ça permet de prêter et d'emprunter sans banque. Voilà. Ça, c'est fait comment? C'est fait par l'intermédiaire d'un algorithme, donc un smart contract, qui est déployé sur Ethereum, donc la blockchain. Je dis Ethereum, mais ça pourrait être n'importe quelle blockchain, un smart contract. Et qu'est-ce qui se passe? C'est, j'ai des crypto-monnaies, je veux plus de crypto-monnaies, je veux un intérêt dessus, je les dépose dans Morpho. Donc j'ai un accès libre au prêt et à l'emprunt. Donc on a fait sauter Monsieur Martin, le banquier de la Société Générale. C'est un peu ça, ouais. On l'a fait sauter et en gros on a mis du code informatique. C'est ça, exactement. Et maintenant ça met en relation un prêteur et un emprunteur. C'est ça. Alors dans l'idée, c'est que les gens vont interagir avec le protocole. D'un côté il y a les prêteurs, de l'autre côté il y a les emprunteurs. Les emprunteurs vont générer des intérêts, les prêteurs vont récupérer ces intérêts parce qu'ils apportent le capital. Et le taux d'intérêt de l'un est censé être le rendement de l'autre, et c'est justement là où... C'est ça, alors justement, ouais, c'est là où il y a... c'est là où le pitch A16Z a fonctionné. C'est ça, bon, déjà sur le personnel des utilisateurs, donc il y a le prêteur, le use case il est simple, j'ai des cryptos, je veux générer un intérêt dessus. Et je veux pas les laisser dormir, donc je les fais travailler, quoi. Et le persona borrower, c'est non pas j'emprunte de l'argent et je le tire, parce que ça, les gens ne reviendraient jamais, quoi, pour rembourser. C'est de l'emprunt collatéralisé. C'est-à-dire que je dois mettre en gage quelque chose, un actif, en l'occurrence digital, pour emprunter quelque chose qui est d'une valeur à peu près similaire, de telle façon que si jamais je reviens jamais et je décide de partir avec l'argent, on puisse me saisir ce que j'ai laissé, algorithmiquement. C'est un prêteur sur gage, tu laisses pas ta montre, tu laisses des ethers ou des stablecoins, quoi. Enfin, ou n'importe quoi. C'est ça. Et l'idée, c'est d'avoir donc un actif numérique. En l'occurrence, en ce moment, c'est sur les protocoles de Lightning, ça peut être de l'Ether, de WBTC, etc., etc. Mais on peut tout à fait imaginer un monde où voilà, tout ce qui a de la valeur, on le tokenise sur la blockchain et ça devient des actifs qui sont utilisés en tant que gage pour me permettre d'emprunter, quoi. Et en l'occurrence, c'est les mécanismes qu'ont utilisé toutes les personnes fortunées depuis des siècles pour s'enrichir. En l'occurrence, notamment, ouais. Et c'est comme pourquoi les personnes toujours plus riches deviennent toujours plus riches, parce qu'ils collatéralisent des actifs qui prennent de la valeur pour emprunter quelque chose qui se déplace. Ouais, il y a des mécanismes de refinancement, il y a des grandes personnalités, disons, je sais pas si c'est des personnalités, mais des milliardaires français qui sont connus pour avoir fait ces mécaniques au maximum, disons. C'est une stratégie qui est pas sans risque, dans le sens où si le prix du collatéral, par exemple, c'est de l'Ether, si moi j'ai déposé 120 d'Ether, j'ai emprunté 100 d'USDC, si l'Ether tombe, eh bien l'algorithme Morpho va dire mais là t'as plus assez de collatéral. S'il passe sous la barre en gros des 100, dans l'idée, il déclenche et il vend automatiquement tes Ethers pour dire tu peux garder les 100 USDC, moi j'ai vendu tes collatérales. Exactement, donc c'est ce qu'on appelle une liquidation, mais du coup l'algorithme est fait de telle façon que voilà, lui il sera jamais perdant entre guillemets, quoi. Il te dit bon là écoute soit tu rajoutes du collatéral simplement, ou alors tu rembourses, quoi, fais quelque chose. C'est des prêts sans confiance. Voilà, et donc le use case il est simple, c'est de pouvoir prendre un emprunt collatéralisé. Donc du coup il y a beaucoup de gens en général qui disent mais à quoi ça sert, et puis ça existe déjà. Non mais c'est ça, mais ils disent bon avant ceux qui connaissent ça, ils disent pourquoi tu déposes 100 pour emprunter 100, quel sens ça a. Moi l'exemple que j'ai, c'est pourquoi si t'as 150 balles d'Ether, pourquoi tu as bloqué pour emprunter moins? C'est bizarre, tu vois. Et en fait tout est une question d'exposition. Voilà, moi il y a un moment où avant que je sache que Morpho allait être un succès, je voulais faire un master et il se trouve que ce master coûtait de l'argent que j'avais pas. Par contre j'avais un peu d'Ether et mais j'ai pas envie de vendre mon Ether pour le master, quoi. Pourquoi? Parce que tes Ethers allaient normalement monter. C'est ça, non mais c'est c'est ça, t'as des actifs qui montent et tu vas emprunter quelque chose qui est et moi je croyais dans l'Ether, je me dis bon, j'ai la flemme de vendre des Ethers, je sais que ce truc
potentiellement ça peut avoir, enfin de mon point de vue, not investment advice, mais de mon point de vue, ça c'est un actif qui a de la valeur. Et donc j'aurais pu les déposer sur Morpho, emprunter de l'USDC ou de l'EURC ou peu importe, et de payer mes études, voilà, obtenir un taf, gagner de l'argent, et avec cet argent rembourser mon emprunt. Et là, paf, j'ai accès à mes Ethers. Et si le prêt de l'Ether a fait x10, le reste exposé. Ça permet de prendre vraiment un levier sur ces actifs, ces cryptoactifs, etc. C'est un des use cases, il y en a plein. Il y a des stratégies de hedging, etc., de leverage qui peuvent être intéressantes. C'est vraiment une primitive, c'est les deux mécaniques, le lender et le borrower, sur lesquelles on peut construire tout un tas de choses en finance qui sont fondamentales. Mais est-ce que tu vois, dans cette utilité-là, tu parlais de sens au départ de l'interview, vraiment l'objectif et l'impact que ça a sur la vie des gens, sur la société. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui critiquent justement pour la différence. C'est un truc de demeurer juste pour spéculer, faire du levier, ça sert absolument rien au truc. Est-ce que tu dis, oui, alors, maintenant oui, mais en fait, exactement, dans le futur, c'est juste que, en gros, les gens savent même pas que ça existait et que ça existe, et qu'en fait, ça va évoluer et ça va avoir un impact, ça va avoir une idée. Exactement, ouais, c'est exactement ça. C'est une go-to-market stratégique. C'est-à-dire que la North Star, l'étoile polaire, elle est là. Enfin, le but final, il est là. C'est amener une finance qui est optimale, résiliente et transparente à toute l'humanité. Mais tout bon start-upper, entre guillemets, sait que si t'as un gros objectif, si tu veux le résoudre tout de suite, tu vas te casser les dents. C'est trop compliqué de remplacer la finance d'un coup. Donc tu dois commencer petit, sur des cibles où tu fais le plus de sens. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la DeFi, moi je le pense, et j'ai pas peur de le dire, c'est très Ponzi-esque. Il y a beaucoup c'est du casino pour plein de gens, etc. Et il y a peu d'utilité dans la vie de tous les jours. Mais par contre, la technologie, il y a un vrai fondement qui est fondamental, enfin pour la suite, qui va être progressivement de s'étendre à des use cases de plus en plus pérennes, plus connectés au real world, etc., etc. Mais il faut commencer quelque part. Et je ne crois pas dans la vision de je vais en un claquement de doigts remplacer l'infrastructure. Le point d'entrée, il est là. Voilà, aujourd'hui on pourra en parler, mais il y a 600 millions de dollars qui sont déposés sur Morpho, dont une partie... 600 millions. Ouais, 600 millions... Moi, je n'aurais pas bien entendu. 600 millions. Okay. Dont une partie qui... voilà, c'est des usages qui sont assez spéculatifs. Mais de plus en plus, on voit des use cases très concrets, de gens qui font exactement ce que j'ai décrit, mais pour des use cases beaucoup plus à l'échelle d'une entreprise, par exemple. Il y a des gens qui vont pouvoir avoir un yield sur leur Ether tout simplement pour avoir un saving account qui juste est intéressant. On a des banques au Canada qui sont connectées à Morpho dans le back-end, qui vont juste générer du yield à leurs clients pour se diversifier l'exposure en treasury bonds, par exemple. Donc ça commence. Mais c'est juste que la route va être très longue et il faut juste garder en tête toujours le but final qui est d'apporter cette valeur. Mais on commence par là. Donc ça, c'était les personnes qui disaient mais à quoi ça sert. Et la deuxième, c'est la personne du coup comme moi qui dit mais un protocole de prêt et d'emprunt, ça existe déjà depuis un certain temps. Il pèse plus de 5 milliards. Enfin voilà, tu réinventes la roue là, avec ton Morpho. Il y a AAV. Ouais, bien sûr. Pourquoi j'irais plutôt sur Morpho que sur AAV? Ouais. Quand je suis arrivé dans la DeFi, il y avait un protocole qui faisait fureur à l'époque, c'était Compound, qui a inventé le concept de lending pool. Une lending pool, c'est un type de protocole de lending dans lequel tout le monde vient déposer ses assets, donc les prêteurs viennent déposer leurs assets dans une grande piscine, et de l'autre côté il y a des emprunteurs qui viennent prendre une part de cette piscine et verser les intérêts à la piscine. Ok. Ça c'est le concept de Compound qui a été repris et amélioré par AAV après, et qui a été inventé en 2017. Voilà. Et qui depuis a subi des innovations incrémentales, mais n'a pas changé de paradigme fondamental. Donc, pour que les gens comprennent bien, par exemple, du coup, il y a Kylian, Richard, toi et moi qui mettons 500 balles au milieu de la table, donc ça fait une pool de 2000 euros, disons, de liquidité, et puis il y a quelqu'un de l'extérieur qui va emprunter 500 à un taux. Les rendements sur ces 500-là, ils sont mutualisés entre nous, ce qui peut impacter. Enfin, c'est pas le plus efficace. Ouais, c'est ça, exactement. Mais on va en parler dans un instant. Donc moi, quand j'ai utilisé Compound pour la première fois, enfin, je l'utilisais pas à l'époque parce que ça coûtait cher, les bouteilles de gaz. Il fallait être à peu près riche pour, faut encore être riche pour utiliser Ethereum. Je suis allé sur la page de Compound et le premier truc qui m'a marqué, c'est justement que on nous présente les assets, des assets pour prêter, des assets pour emprunter. Il y a 1% de taux d'intérêt pour prêter et 3% de taux pour emprunter. Et je me disais, c'est pourquoi?
Et en fait, c'est la mécanique que tu viens d'expliquer, à savoir que il y a plus de prêteurs il y a plein de prêteurs qui sont dans une pool, il y a très peu d'emprunteurs. Et en fait, les prêteurs vont se partager les gains générés par les peu d'emprunteurs. Donc, il y a un mec qui va payer 3%, et ces 3%, ils vont être donnés à 3 mecs différents. Donc, du coup, ils vont tous gagner 1%. Et là, on se dit, c'est bizarre quand même, parce que si on prenait un prêteur et un emprunteur, qu'on les matchait ensemble, et plutôt que de passer par la pool, ils passaient rien les uns avec les autres, ils pourraient se mettre d'accord sur 2%, quoi. Plutôt que de dire, je prête à 1% à la pool, et de l'autre côté, il dit, j'emprunte à 3%, ils pourraient se rencontrer en peer-to-peer, et dire, rencontrons-nous à 2%, quoi. Voilà. Donc, le problématique de tout à l'heure, c'est là, il n'y a plus, Kylian, Richard, toi et moi, 4 au milieu de la table, c'est toi qui touche directement la personne qui va emprunter, et tu bypass les 3 autres personnes, quoi. C'est ça, dans l'idée, c'est ça. Et voilà, donc, du coup, je me dis, bon, il y a un spread qui est gigantesque, comment on peut l'optimiser? Et donc, l'idée Morpho, c'est simple, c'est de construire une layer peer-to-peer sur AAV, sur Compound, qui va permettre aux gens de se matcher en peer-to-peer et d'optimiser leur taux. Donc, à la place de prêter à 1%, on va prêter à 2, et à la place d'emprunter à 3, on va emprunter à 2. C'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est construit sur AAV, de telle façon que ça a la même liquidité qu'AAV. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait des 5 milliards sur AAV. AAV, c'est un protocole qui est impressionnant de par sa liquidité. Quelqu'un qui veut emprunter 2 milliards sur Morpho aujourd'hui, il peut le faire. Parce que derrière, le protocole va utiliser la liquidité de AAV. C'est-à-dire que, en gros, le protocole va essayer de matcher les gens en pair à pair, et s'il n'arrive pas à le faire, il va tomber sur la pool sous-jacente. L'idée, c'est que, si on revient un peu en arrière, Morpho, c'est un protocole de prêt d'emprunt. Ça fonctionne exactement comme AAV. On peut prêter et emprunter. Il y a une différence, c'est que c'est construit sur AAV, de telle façon que, en fait, l'utilisateur va d'abord essayer de lui trouver un match, mais ça, il le voit pas. Et si on lui trouve personne, il va sur AAV. Ce qui fait que dans le pire des cas, il a le taux de AAV. Et dans le cas moyen, il va trouver une contrepartie et avoir un meilleur taux. Voilà. Est-ce que Morpho, du coup, j'ai compris la problématique, enfin j'ai l'impression d'avoir compris la problématique, que ça venait résoudre plus d'offres que de demandes, ce qui faisait en fait ce déséquilibre entre les taux d'intérêt et le rendement. Qu'est-ce qui se passe si la balance s'inverse et t'as plus d'offres que de demandes? Ouais, alors c'est plus de demandes que d'offres. Ouais. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible dans les protocoles tels qu'ils sont construits actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une garantie très forte dans le protocole d'AAV qui est de dire vous pouvez sortir votre argent quand vous voulez et vous pouvez emprunter quand vous voulez. Cette continuité, c'est quelque chose qui est assez peu commun. Même en finance traditionnelle, il y a toujours des termes où on dit bon, si vous voulez sortir en avance, vous avez une pénalité. Oui, ça, moi, si je te prête 500, je t'ai prêté les 500, je peux pas repartir avec les 500 quand je veux, quoi. Exactement. Et là, on peut sortir quand on veut. Bon, c'est bizarre. Comment c'est possible? C'est parce qu'en fait, sur AAV, il y a une pile de cash monstrueuse qui est pas empruntée, en fait. C'est-à-dire que on dit qu'on n'est pas utilisé. Et en fait, il y a du capital qui est sur AAV, qui travaille pas, mais qui est là pour pouvoir exit les utilisateurs qui veulent sortir ou permettre aux gens d'emprunter quand ils veulent emprunter. Voilà. Et ce que fait AAV très bien, c'est de maintenir le bon équilibre entre prêteurs et emprunteurs de telle façon qu'on a toujours plus de prêteurs pour avoir cette pool de liquidité, ce coussin de liquidité qui est gigantesque. Le problème, c'est que ce coussin de liquidité, il a un coût qui se voit directement dans les taux. Voilà. On a 1% pour prêter, 3% pour emprunter. Et en fait, l'écart entre les deux vient directement, en fait, payer le coussin de liquidité pas utilisé. Et ça, c'est la question du coup que tout le monde te pose à chaque fois, mais il faut y répondre aussi sur votre crypto. Quel est le risque pour AAV? En gros, est-ce que vous n'êtes pas un vampire qui venait sucer toute la liquidité d'AAV? Enfin, pourquoi utiliser AAV en fait maintenant? Si tu passes par Morpho, t'as toujours des meilleurs taux. C'est un slogan, ça. Morpho, t'as toujours les meilleurs taux. Mais tu vois, comment ça se passe et quelle est votre relation avec AAV? C'est une vraie question. Morpho est une layer d'optimisation de AAV aujourd'hui qui, c'est vrai, propose des meilleurs taux que AAV. Maintenant, il y a deux mécaniques contraires qui se passent. D'une part, oui, Morpho est compétitif avec AAV quand il s'agit de aller chercher un prêteur ou un emprunteur à la source. C'est-à-dire que un utilisateur qui vient prêter sur Morpho, il va choisir Morpho plutôt que AAV et potentiellement, voilà, on se partage le marché sur ce plan-là. Maintenant, Morpho a quand même une énorme position d'AAV, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'utilisateurs qui se retrouvent sur AAV.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'utilisateurs qui ne seraient pas venus sur AAV, qui arrivent par Morpho. Parce que les taux sont meilleurs. C'est-à-dire que l'utilisateur qui était à 1%, ça l'intéressait pas AAV. Mais par contre, s'il se retrouve avec des opportunités d'être matché à 2%, là, ça l'intéresse. Donc du coup, il vient sur Morpho. Et il se retrouve de temps en temps sur AAV. Voilà. Et donc du coup, il y a ces deux forces qui fait que oui, enfin je vais pas m'en cacher, on prend des parts de marché à AAV, mais d'un autre côté, on grossit le gâteau et on agrandit donc prenez peut-être 20% des bénéfices, mais en gros, vous faites quand même grossir le... Voilà, on fait grossir, etc. Et aujourd'hui, je crois que Morpho, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le plus gros utilisateur de AAV. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est le plus gros utilisateur de AAV et qui apporte un gros volume d'emprunts, etc. sur la plateforme. Donc ça se vérifie aussi en pratique. Voilà. Maintenant, c'est difficile, tu vois, de dire telle force va l'emporter sur une autre, etc. Aujourd'hui, nous, au sein de Morpholabs, on n'est même pas clair là-dessus, quoi. Et on a tellement de respect pour, l'équipe de AAV, ce qui a été construit et de Compound, que en aucun cas, on nous a conseillé à un moment de dire ouais, jouer là, attaque vampire, etc. sur AAV. Moi, c'était hors de question. Enfin, on avait trop de respect pour l'équipe, etc. Et en plus de ça, on l'a vu en pratique, c'est pas vrai. On ramène plein d'utilisateurs. Mais est-ce que c'était pas genre la nouvelle saison de la Curve War, tu vois? Ouais, voilà. Mais c'est un storytelling. On aurait pu la jouer comme ça, mais nous, déjà, on n'est pas très bons pour la jouer comme ça. Et voilà, moi je le voyais pas trop assaisonner les gens sur Twitter. Voilà. Donc du coup, comme tu disais, c'est une surcouche d'AAV, donc vous avez demandé l'autorisation à personne, et ça, on avait Ulysse, Wine, et puis voilà, on a un certain nombre de builders, comme on les appelle, qui de leur propre initiative viennent créer avec une idée sans demander l'autorisation à personne. Et donc vous, c'est ce que vous avez fait sur AAV en optimisant ce qu'ils avaient déjà créé. Est-ce que du coup le moteur il est uniquement compatible avec AAV ou c'est avec vous êtes multiplateforme ou est-ce que vous devrez recoder à chaque fois? Comment ça se passe par exemple avec Compound, etc. Ouais, alors on a une version pour Compound, on a une version pour AAV. Malheureusement, jusqu'à il y a une semaine, il y avait 4 gros protocoles de lending, quoi, AAV, Compound, Euler et Morpho. Il se trouve que Euler s'est fait hacker la semaine dernière, donc c'est un peu bon voilà, c'est pas incertain, peut-être que le hacker va retourner les fonds, etc. Mais aujourd'hui en l'état, il y a trois leaders, quoi. C'est AAV, Compound et Morpho. Et Morpho est disponible en tant que layer 2 entre guillemets sur couche et sur AAV et sur Compound. Okay. Ce qui fait que le choix pour prêter emprunter est assez vite fait. On passe forcément par Morpho. Okay. Mais voilà, dans l'idée. Et comment tu redistribues, parce que les personnes qui empruntent et qui prêtent sur par exemple AAV ou Compound, ils ont un intérêt en AAV token et en Compound token que vous récupérez du coup parce que vous passez à travers eux. Ouais, alors on redistribue tout. Ok, bon. Enfin, je dis on, c'est le protocole. L'idée, c'est que on voulait vraiment être neutre, on voulait juste améliorer, genre nos trade-off, t'es sur AAV, Morpho AAV, c'est mieux, bon, j'y vais, je récupère mon liquidity mining, s'il y a du liquidity mining, tu le gardes, enfin voilà, t'as les mêmes paramètres de risque, les mêmes oracles, la même liquidité, t'es juste à des meilleurs taux et enfin t'es régalé, quoi, parce que c'est une meilleure expérience, quoi. Okay. Voilà. Ceci dit, il y a du smart contract en plus. Donc il y a un risque de smart contract inhérent à Morpho qu'il n'y a pas dans AAV. C'est important de le dire parce que voilà, t'as une optimisation des taux plus intéressants, mais il y a un risque en gros protocolaire qui vient de Morpho, quoi. Il y a un risque protocolaire qui vient de Morpho. On y est très sensible parce que voilà, on sait que c'est un des seuls trucs qui retient les utilisateurs de venir chez Morpho. Donc du coup aujourd'hui on est le protocole, je crois je sais plus si je le disais tout à l'heure, je crois qui est le plus audité. On a 18 audits différentes, ce qui est immense. Et on est raté par pas mal de sites comme le protocole le plus safe, notamment DeFi Safety, qui a raté plus de 300 protocoles, qui nous a attribué le meilleur score. Et on fait tout un tas de pratiques que l'écosystème fait pas trop, notamment le formal proving, etc. On va vraiment aller très très loin dans la preuve formelle du code pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur, quoi. Est-ce que tu peux genre faire une petite parenthèse, parce que c'est super intéressant, on en a discuté un petit peu juste avant l'interview. Ouais. Genre vérification formelle, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui comprennent pas ce que c'est et quel est l'intérêt de faire un truc comme ça? Ouais, alors on a dit tout à l'heure que on déplaçait la confiance d'une banque vers un algorithme. Maintenant, faut avoir confiance dans l'algorithme, c'est un peu chiant parce que des fois les algorithmes ils sont compliqués
Et bon, qui sait s'il y a un bug, des fois les bugs ils restent pendant 9 mois, et là il y a un hacker qui arrive et il récupère tous les fonds. Et il se trouve que il y a une science occulte, dans le sens où tout le monde s'en foutait sur les 30 dernières années, et puis c'est devenu hyper à la mode avec la blockchain, qui s'intitule la vérification formelle, où l'idée c'est quoi? C'est de prendre un code et de prouver mathématiquement qu'il fait ce qu'on lui demande. Globalement, comment ça fonctionne? C'est on dit voilà, je veux que mon code il respecte telle propriété, telle propriété, telle propriété, et on regarde le programme, et on regarde comment les variables, enfin les différents états du protocole vont être modifiés, et on prouve mathématiquement que ça modifie bien et que la propriété qu'on a annoncée est vérifiée. C'est comme prouver des théorèmes en maths, quoi, globalement. Donc en gros, 1 plus 1 égale 2, quoi. Enfin, là, il y a pas de discussion, il y a pas de faille, t'as prouvé mathématiquement que, en gros, t'allais pas pouvoir casser le code. T'allais pas pouvoir casser cette fonction, quoi. Selon une certaine spécification. C'est-à-dire qu'on est jamais sûr que on a prouvé tout ce qu'il fallait prouver, mais par contre, s'il y a un truc qu'on veut prouver, on est capable de le prouver. C'est-à-dire que, on peut lister toutes les propriétés qu'on aimerait bien vérifier, et ça, on va les vérifier une par une. Voilà. Par contre, on sait jamais s'il nous manque une propriété où on aurait dû prouver mais qu'on savait pas qu'il fallait prouver. Donc, il y a quand même des limites. Mais, sur des algos simples, je pense à l'histoire notamment, c'est relativement facile je dis relativement parce que c'est quand même pas si facile que ça, mais de prouver formellement que le code exécute ce qu'il fait sans erreur. Et justement, c'était une des critiques particulièrement récurrentes des anti-Ethereum ou anti-Solidity, que le code n'était justement pas formellement vérifiable, et c'était du coup les propositions de Haskell, Rust, je crois aussi, qui sont du coup mathématiquement Michelson, etc. Donc Solidity, c'était une des grosses critiques sur le Solidity, c'était que en gros c'était pas assez fiable pour construire la finance de demain. Ouais, je reconnais cette critique, je pense en théorie elle est très bonne. Maintenant, si je prends l'écosystème Tezos, qui s'est fondé notamment sur la value proposition de la vérification formelle, le premier DEX qu'ils ont sorti, qu'ils ont formellement prouvé, il s'est fait hacker. De manière concrète, bon, c'est la réalité et la théorie, c'est deux choses fondamentales. Parce que la preuve formelle, c'est compliqué à faire. Voilà. Ça arrive qu'en dernier, c'est-à-dire quand on a tout fait bien, etc. Là, on peut commencer à dire, ok, on va vraiment être très très sérieux et on va prouver formellement. Ça se fait très bien sur les langages fonctionnels, type, donc il y a plusieurs types de langages de programmation. Il y a un certain type de langage de programmation pour lesquels c'est fait assez facilement, notamment Haskell. Mais sur Solidity, c'est beaucoup plus dur à faire, c'est vrai. Donc, il y a deux manières de prouver. On peut prouver à l'échelle du code Solidity lui-même, mais aussi à l'échelle du pseudocode. C'est-à-dire qu'avant d'écrire le code en Solidity, il y a aussi la logique du code, indépendamment du langage dans lequel elle est codée, qui peut être prouvée. Donc nous, on fait les deux. Et en Solidity, aujourd'hui, maintenant, il y a des toolings c'est très compliqué, mais il y a des boîtes qui sont spécialisées dans le rendre ça simple, quoi. C'est pas simple, mais ils sont spécialisés dans le rendre. Je mets ça dans la moulinette et il dit oui, non, quoi. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ça s'appelle Certora, l'entreprise avec laquelle on travaille, ils ont un outil où globalement, tu définis des spécifications et ça va vérifier depuis le code, les spécifications. C'est pas parfait, il y a des défauts, etc. Et je reconnais l'argument, de dire qu'un langage fonctionnel, c'est mieux. Pour la vérification formelle, j'ai rien à dire. Maintenant, en pratique, pour moi, la vérification formelle, ça arrive en dernier. Voilà. Ça arrive en dernier, et c'est le game ultime, d'arriver et de dire, voilà, c'est formule prouvée, vous pouvez y aller les yeux fermés, etc. Mais même la vérification formelle en elle-même, des fois, elle fait défaut, c'est ce qui s'est vu sur Tezos, c'est d'autres protocoles. Voilà, notamment sur Ethereum, Notional par exemple, ils ont eu, enfin c'est un protocole, ouais, ils ont retrouvé un bug qui est passé par le forum. Donc bon, c'est exact, pas exact. En espérant que du coup Morpho, avec ses 600 millions d'actifs numériques bloqués dessus, tout se passe bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Paul, c'était un plaisir de te recevoir. Franchement, c'était trop chouette. Et à très bientôt, parce que j'avais plein d'autres questions en tête, mais ça fait déjà plus d'une heure. Donc tu reviendras. Ok, je reviendrai. Avec plaisir, ciao.